Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que le MNLE 93 vous accueille dans ce lieu géré par la FOL, la Fédération des œuvres laïques 93, dans cette usine des transitions dédiée à l'économie sociale et solidaire. Ce lieu doit nous permettre de mieux développer nos pratiques d'éducation populaire, de sensibilisation aux questions environnementales, en y faisant converger des luttes, des propositions alternatives pour répondre aux situations et aux mobilisations dans notre département. Pour plus de 70% du dérèglement climatique, les conséquences sont des choix politiques qui guident à la fois les choix de société, mais aussi le résultat de l'intervention humaine. Les gestes individuels que chacun d'entre nous assume sont utiles, mais très insuffisants. D'ailleurs, la COP 21 en 2015 préconisait des mesures pour que le réchauffement climatique à plus 1,5 degré en 2050 soit atteint. À tous les niveaux, nos gouvernements ne proposent que l'adaptation au plus 4 degrés sans la radicalité ni tenir compte de l'urgence nécessaire. Nous serons probablement au plus 1,5 degré en cette fin d'année 2024. De son côté, Valérie Pécresse, présidente de la région, après les Jeux Olympiques, met en œuvre la privatisation des lignes de bus. Nous proposons de contribuer à la mobilisation en nous associant aux initiatives de Stop Galère, animées par tous les groupes élus régionaux d'opposition à Valérie Pécresse. À l'occasion des Jeux Olympiques, 1,4 milliard ont été dépensés pour rendre la Seine exceptionnellement baignable. Mais le budget consacré à la crise environnementale serait diminué. Chaque année, 80 à 100 milliards de notre économie partent et se cachent dans les paradis fiscaux. Légitimement, l'élection de Trump inquiète. C'est un raciste climato-négationniste. L'enjeu majeur, c'est l'espoir ambitieux d'un financement réclamé par les pays du Sud. L'enjeu majeur de la prochaine COP, c'est l'espoir ambitieux d'un financement réclamé par les pays du Sud pour faire face au réchauffement climatique. Les 100 milliards fixés en 2009 n'ont été atteints qu'en 2022. Durant la période Covid, les plus grosses multinationales ont réuni et injecté 16 000 milliards pour booster leur économie. Ce sont des modes de vie des ultra-riches qui menacent la planète. Un habitant d'un pays pauvre provoque 2 tonnes de CO2 par an. Un Français 10 tonnes. Bernard Arnault, LVMH, 8 129 tonnes an. Dans ce cadre, vouloir une politique nouvelle de transition sociale et environnementale, répondant aux besoins des populations, nécessite une mobilisation et une intervention citoyenne forte permettant de faire évoluer le rapport de force. Allez, bonjour à tous. Dans le cadre de la préparation du budget de la France, certains dirigeants politiques n'ont qu'une idée pour faire des économies, c'est de privatiser nos services publics, dont ils ont depuis de nombreuses années réduit la capacité. Des exemples de services publics, il y en a, mais comme la poste, les télécoms, l'énergie, le fret ferroviaire, ils démontrent ces services publics que pourtant que cette libéralisation n'est pas une solution. Je prendrai par exemple les transports que je connais très bien. Les transports sont donc responsables, je vais dire, de 32% des émissions de gaz à effet de serre. Depuis le Grenelle de l'environnement et la COP 21, aucun objectif en matière de réduction des émissions de ces gaz n'a été atteint. Pire, cela pourrait atteindre 40% d'ici 2030 si on continue de vouloir privatiser. L'ouverture à la concurrence préconisée par l'Europe pour le fret ferroviaire, par exemple, est un échec total. En effet, le rail qui ne rejette que 0,3% de gaz à effet de serre et qui assurait plus de 20% des trafics, du trafic qui assurait plus de 20% du trafic en France, n'assure plus que 10% des transports. C'est donc un nombre important de camions que l'on va retrouver sur les routes, sur les autoroutes, avec tous les inconvénients, les désagréments que cela a entre les engorgements des routes, les accidents plus nombreux et la pollution. Mais le ferroviaire est pour l'instant un service public, alors que l'Europe et le gouvernement français préféreraient voir à la place de ces services publics des sociétés privées. Face à l'urgence climatique, pourquoi vouloir faire la même erreur
avec les services voyageurs. La planète ne mérite pas cela et les usagers des transports ne le méritent pas non plus. Tout d'abord, l'ouverture à la concurrence n'est pas une obligation comme voudraient le faire croire certains pays européens et certaines régions, même s'y sont, et certaines régions s'y sont opposées. Et d'autre part, en Europe, le système ferroviaire le plus performant est celui des chemins de fer fédéraux de Suisse, contrôlé à 100% par l'État. Les CFF, comme on les appelle, sont une entreprise à la fois opérateur et gestionnaire de l'infrastructure. Alors pour préparer l'ouverture à la concurrence, certaines régions prévoient de créer un fonds public sur fonds publics, prévoit de créer sur fonds publics de nouveaux ateliers ferroviaires qui n'auraient pas lieu d'être si la SNCF restait opérateur principal. Ainsi, la région Sud, pionnière de l'ouverture à la concurrence des TER, a-t-elle en même temps qu'elle évincé la SNCF pour des raisons purement idéologiques, d'une partie des circulations sur une voie qui est sur une voie qui est la plus circulée, y compris de France. Des rames toutes neuves et un nouvel atelier ferroviaire est en cadeau à l'entreprise privée. En disant que les usagers seront bénéficiaires, elle supprime brutalement, en même temps, une tarification avantageuse pour les usagers, suscitant leur indignation unanime, même parmi les défenseurs de la concurrence. Le niveau quasi absolu de sécurité qu'atteint le rail provient de l'application de procédures très strictes qui ont certes un coût, y compris en formation de personnel, pour conquérir un marché en proposant une offre moins onéreuse que la SNCF, il y a fort à parier que ces entreprises privées ne mettront pas le paquet sur la sécurité. À plus forte raison qu'ils considèrent déjà que les impératifs de sécurité liés à la sécurité ferroviaire sont déjà très contraignants. Est-il pensable d'envisager en France des accidents du type Angleterre-Thatcher ou de Grèce 2023 ? Nous avons vu ces dernières années que la concurrence entre compagnies ferroviaires nuit au développement des infrastructures et que le sous-développement constitue un obstacle principal au déploiement d'un service ferroviaire de qualité sur tout le territoire. La concurrence nuit aux réouvertures de lignes. En effet, quel opérateur privé voudrait prendre en charge les complications induites par des réouvertures. En matière ferroviaire, les exemples étrangers négatifs sont nombreux, à commencer par le Royaume-Uni, qui fut le pionnier de la destruction du service public ferroviaire, ce qui entraîna de nombreux accidents tragiques, au point où la gestion du réseau est revenue dans le giron public et que petit à petit, toutes les entreprises privées sont nationalisées. D'autres pays européens, le Danemark, la Norvège, la Suède, les Pays de Galles, l'Écosse, la Belgique, l'Allemagne, constatant le coût exponentiel de la concurrence et la désorganisation que cela crée dans le système, ils vont décider de reprendre en gestion publique le transport préalablement confié à des opérateurs privés. En France, on a la chance d'avoir un système ferroviaire de gestion publique de qualité. Il faut la garder, l'améliorer et le développer. C'est le seul moyen de répondre à l'intérêt général de façon satisfaisante
pour réussir une véritable transition écologique et énergétique. Merci. Le MNLE Pays de la Loire, en 2022, a décidé, grâce à l'obtention d'une subvention de 3 000 € du Fonds de développement de la vie associative, de réaliser une exposition sur l'histoire et la modernité du cabotage à voile zéro carbone. Quels sont ses objectifs? Tout d'abord, le cabotage moderne à voile zéro carbone pour soutenir et accompagner la distribution de marchandises, puisque depuis le milieu du siècle dernier, le cabotage par navire est devenu marginal au profit du cabotage transport de marchandises routier, ce qui pose énormément de problèmes puisque ça augmente la présence en ville et sur les grands axes de nombreux camions qui perturbent la circulation et d'autre part polluent. Alors nous estimons que cette exposition permet d'avoir une perception plus forte de la compatibilité avec les réponses aux besoins humains, donc aux besoins de marchandises par exemple, de produits. La réinscription de ce concept aujourd'hui permet aux jeunes et aux familles de ne plus avoir à se poser la question mais qu'est-ce que le cabotage? La faisabilité et la mise en œuvre de ce concept nécessite à la fois de revenir sur l'histoire, de permettre un accès aux plus jeunes et notamment aux enfants des écoles, ce que nous avons déjà pu faire pour la réalisation de l'exposition. Ensuite, parler de l'histoire est important parce qu'au fond, les grandes cultures européennes, les cultures africaines, les cultures du Moyen-Orient, les cultures d'Asie doivent être mis à leur place et ne pas considérer que seuls les Européens ont sorti, par exemple, la boussole, puisque la boussole a été conçue, créée par les Chinois, améliorée par les Arabes et principalement utilisée dans les temps plus modernes par les Européens. Ainsi, c'est un peu le deuxième aspect important de l'exposition, ainsi les océans sont devenus, via le cabotage, témoins de nombreuses mondialisations que nous ne connaissons pas ou peu. Et donc il est important de notre point de vue de la faire partager autrement que dans un discours néocolonial ou colonial. Réponse aux besoins urbains et ruraux en circuit court. Connaître donc, il s'agit finalement de connaître la résilience des territoires et des littoraux, c'est-à-dire d'utiliser leur créativité, leurs activités pour transporter les fabrications qu'ils génèrent, maîtriser les flux de marchandises, c'est-à-dire sans polluer, favoriser une réciprocité portuaire, c'est-à-dire que les ports accueillent le caboteur et qui est déchargé et puis rechargé, concevoir un caboteur démonstrateur parce qu'il faut le faire sérieusement, c'est-à-dire de construire un caboteur moderne utilisant les énergies renouvelables, et valoriser le rôle social et innovant en termes de métier de la mer. Avec un caboteur de ce style, les marins deviennent des marins informaticiens plutôt que des marins traditionnels. Il y a la nécessité d'informer donc les associations, tous ceux qui ont les écoles, donc de la disponibilité de cette exposition qui sera composée d'une vingtaine de panneaux avec les bandes dessinées enfants, sachant qu'on va créer un livret qui permettra aux écoles de réaliser des ateliers pour chaque bande dessinée. On a travaillé sur la partie histoire et monde contemporain et l'objectif a été de relier en quelque sorte la longue histoire du cabotage à des possibilités d'avenir de nouvelles navigations à propulsion vélique, c'est-à-dire par la voile, le long des côtes de l'Ouest et en particulier le long des côtes de la Bretagne. Alors on a ouvert l'exposition par l'idée que cette façade atlantique a été à l'origine d'une organisation nouvelle du monde. À savoir que longtemps, la mondialisation, si l'on peut parler comme ça, a été organisée autour de la Méditerranée, puis avec les voyages de Christophe Colomb, la façade atlantique s'ouvre vers de larges horizons et les horizons qui étaient bornés à la Méditerranée s'ouvrent à l'échelle du monde. Et du même coup, la question se pose de savoir d'abord comment on nomme
les terres que l'on découvre. Amérique, c'est issu donc d'Amerigo Vespucci, c'est-à-dire un nom d'Européen, et Amérique latine, au lieu d'Amérique du Sud, c'est effectivement également une sorte d'européocentrisme. Sans parler des populations. Donc ce territoire nouveau aurait pu s'appeler Colombie, en mémoire de Christophe Colomb. Finalement, on l'appelle l'Amérique. Et la question se pose donc de la dénomination, mais aussi de la souveraineté sur ces nouveaux territoires. Et finalement, on fait appel au pape, au traité de Tordesillas en Espagne, en 1494, qui décide que de part et d'autre d'une ligne qu'on trace sur l'Amérique, un méridien qu'on trace à 1500 lieues à l'ouest de l'Afrique, donc on trace un méridien qui traverse l'Amérique du Sud. À l'est, ce sera la souveraineté du Portugal, à l'ouest, celle de l'Espagne. Et du coup, on parle espagnol en Amérique du Sud, sauf au Brésil où on parle portugais. Donc, la façade atlantique s'élargit à de nouveaux horizons. Et pendant ce temps-là, bien le cabotage, c'est-à-dire étymologiquement, la navigation à vue de cap en cap, se continue sur le long de la côte atlantique, avec de très nombreux ports favorisés par la présence d'estuaires et des grandes villes comme Nantes, Bordeaux, Le Havre, Londres, Lisbonne, mais aussi une infinité de petits ports comme Vannes, Auray, Douarnenez, Saint-Malo. Alors toute cette côte s'équipe avec, pour faciliter des liaisons entre ces différents ports, et ceci se fait donc par des navires à voile. On distingue le petit cabotage qui relie des ports relativement proches, le grand cabotage qui relie des ports appartenant à des mers différentes. On transporte essentiellement au départ du sel, au départ des salines de Guérande et de la baie de Bouin, donc au sud de la Loire, entre la Loire et Noirmoutier. Et ce sel est transporté dans toute l'Europe du Nord, en particulier donc l'Europe de la Baltique, l'Europe de la mer du Nord et l'Europe de la Baltique. Au point que dans les ports de la côte atlantique, il y reste aujourd'hui encore de très nombreuses rues appelées rues des caboteurs ou voire rues du délestage, parce que le caboteur arrivait avec souvent sans cargaison. Il était donc lesté avec des pierres, du sable, et on déchargeait ce lest dans le port, ce qui fait que dans le port du Croisic, par exemple, il existe des monts artificiels, dont un qui s'appelle le mont Esprit. En fait, c'est pas l'Esprit, c'est le mont l'Esprit. Et dans la ville du Pouliguen à côté, il existe précisément une rue du délestage. Donc, ce cabotage a une longue histoire, mais il a su justifier l'aménagement d'équipements, de ports, de phares. L'exposition montre en particulier le phare du Cap Fréhel. Et cette histoire, aujourd'hui, eh bien, elle peut être prolongée par des techniques modernes qui consisteraient donc à naviguer par cabotage à la voile, à remettre en activité un certain nombre de ports qui sont aujourd'hui désaffectés, alors que le trafic du cabotage a fonctionné jusqu'aux les années 1970. Donc, une idée intéressante qui permettrait de décharger la route et la voie ferrée, mais surtout la route, d'un trafic trop lourd et d'un trafic polluant. J'ai dès le début été complètement emballée par le graphisme, par l'idée, par la complémentarité de tous ces panneaux. Et bon, c'est mon tempérament d'ex-pédagogue qui a fait que je me suis emballée, quoi. Voilà. Donc, je considère que faire participer, comme on l'a fait, les enfants des écoles, hein, l'école de Messillac, je crois, l'école primaire de Messillac, entre autres, pour tester sur eux l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à visionner cette BD et en classe, à en tirer parti, m'a semblé important. Voilà. J'ai été très bluffée par le fait que, en réalité, à partir de 3 ou 4 panneaux, on arrivait à faire comprendre ce que c'était le vent comme force motrice
pour l'humanité. La navigation à voile à travers tout l'historique depuis l'Antiquité. On arrive au commerce triangulaire. Alors là, j'ai trouvé que c'était un pari quand même de l'intégrer, mais c'est juste. Et enfin, la technologie du cabotage, pour finir, m'a semblé passionnante. Je suis très fière que le MNLE Pays de Loire ait réussi à aller au bout de ce projet. Voilà. Et j'espère que les gens y partageront mon enthousiasme.